On poursuit notre voyage dans les régions de France avec l'Occitanie. S'il vous plaît, merci beaucoup. Avec l'Occitanie aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, ils nous ont apporté la chaleur dans cette bulle, on peut les en remercier. Et on va surtout parler avec eux de l'innovation d'aujourd'hui, mais surtout l'innovation de demain. Donc, je vais inviter à me rejoindre sur scène Monsieur Jalil Benadila de la région Occitanie. Vous êtes le vice-président économie, emploi, innovation, réindustrialisation. Bonjour. Je vais inviter Émilie Vidal de BPI France, qui est la directrice régionale de Montpellier. Anne-Cécile Brigot-Abadi, qui, elle, vit sur, et en tout cas exerce son règne sur la région toulousaine. Et puis, bien évidemment, nos deux super entrepreneurs, Olivier Kaufmann, qui va nous parler, je crois, de Kata. Pas strophe, hein, mais marrant. Et puis Cyril Legal, Ascendance Flight, qui va essayer de nous faire prendre de la hauteur sur beaucoup de sujets. Alors, Émilie, pourquoi cette thématique? Dites-moi tout. Est-ce que c'est vous qui avez décidé de tout? Et est-ce que c'est vous qui drivez cette thématique au général, ou est-ce que vous la vivez tous les jours? Alors, la thématique, on la vit... Il faut que vous approchiez, mettez contre le... Ok. Super. La thématique, on la vit tous les jours, que ce soit BPI France, la région, l'écosystème et les entrepreneurs. Pourquoi cette thématique? Vous l'avez entendu ce matin, il y a un enjeu de compétitivité, de pérennité, et pour faire face à des évolutions. Et ça passe forcément par l'innovation. L'innovation, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut être incrémentale comme de rupture. Et elle peut être faite par des startups, mais aussi par des PME et des ETI. Donc tout l'enjeu de BPI France, de la région et des écosystèmes, et des banques, c'est d'accompagner les entrepreneurs du territoire à innover. Donc les pousser, les sortir de leur zone de confort pour innover sur des choses, sur des thématiques sur lesquelles elles ne seraient pas parties. Ça peut être du process, ça peut être du produit, de l'organisation. Ça prend multiples formes. Et notre accompagnement sur la région, typiquement en 2022 par exemple, on a accompagné 5265 entreprises occitanes pour 4,8 milliards de financements mobilisés. Donc c'est important et c'est le cap qu'on doit tenir sur les années suivantes en accompagnant sur les différents plans. Donc on a un plan industrie, on a un plan climat, c'est des plans qui correspondent aux enjeux de demain, donc un plan transmission et un plan tourisme. Voilà. Donc si on parle un peu du plan climat, parce que c'est votre thématique, sur la partie climat, en 2022, on a accompagné une centaine d'entreprises, on a mis en place 60 millions de prêts verts, on a mis du financement aussi aux côtés de la région via le prêt Relance Région. On a accompagné une cinquantaine de green tech et on a développé une communauté d'entrepreneurs du coq vert. On a 175 membres à date. Donc vous avez un portefeuille à la fois de clients mais de solutions qui est monumental. Mais alors concrètement, comment on fait, Anne-Cécile? Une fois qu'on est une entreprise, on se dit, bon bah, ça a l'air super tout ce qu'ils font chez BPI, mais maintenant comment je vais faire pour aller les voir et pour présenter mes dossiers? Bon, alors concrètement, il faut venir dans nos bureaux, il faut venir à notre rencontre. En tout cas, nous, on vient à votre rencontre. On a 3 implantations en Occitanie et on maille le territoire, et d'ailleurs bientôt une 4e, puisqu'aujourd'hui nous avons Toulouse, Montpellier, Perpignan et demain Rodez. Et notamment sur les thématiques de transition et plus particulièrement de mobilité verte, et on va le voir. Comment on accompagne concrètement les entreprises? Eh bien, on finance les green tech. Et là, on a des jolis exemples d'entreprises innovantes au service de la transition environnementale. En 2, Émilie l'a dit, on finance les producteurs d'énergie verte. Et puis en 3, le dernier pavé qui est le plus ambitieux, c'est faire rentrer toutes les PME en transition. Et là, on s'appuie sur nos partenaires, la région à nos côtés, grâce à des diagnostics que l'on met en place, et puis grâce à des financements pour financer les investissements qui sont liés à la mise en transition. Merci beaucoup. Alors, on peut le voir, beaucoup d'énergie. Vous vouliez redire quelque chose? Non? Non,
juste en profiter, si vous avez des questions, il y a une partie des équipes locales qui sont au sein de la bulle, il ne faut pas hésiter à les voir. On va quand même essayer de les identifier. Est-ce que les équipes locales, vous pouvez lever la main? Voilà, donc vous allez passer une après-midi particulièrement chargée. Tout le monde va venir vous voir, c'est super. Jalil Ben Abdillah, oui. Vous, la région, on parle d'innovation, mais en 2 chiffres, finalement, c'est quoi? La région Occitanie, c'est une des régions les plus innovantes, on va dire, de France et d'Europe. Je vais même donner un chiffre qui va vous résumer cela. C'est la région qui dépense le plus d'argent sur la recherche-développement, qui est quand même l'initiation de toute innovation. C'est 3,7% du PIB de la région Occitanie qui est dédié à la recherche, portée par des acteurs publics et privés. Et pas seulement par l'aéronautique, et pas seulement, il y a la santé, il y a les biothérapies, il y a le numérique, il y a plusieurs secteurs d'excellence. Et Lisbonne avait donné comme objectif européen 3%, on est au-dessus. Je crois qu'il y a très peu de régions qui avoisinent les 3%, on est plutôt autour de 2,4% en moyenne. Ça c'est un indicateur, donc un écosystème riche avec beaucoup de création d'entreprises, notamment dans le numérique, dans la deep tech, dans les technologies innovantes, mais pas que seulement. Nous sommes la première région de France dans l'économie sociale et solidaire aussi, il faut le dire. Et donc sur cela, ça vous donne entre la création d'entreprises innovantes, les levées de fonds importantes des French Tech, et là je remercie la BPI et le travail que nous faisons ensemble, ça vous donne une idée sur l'écosystème riche, dense, entre incubateurs, accélérateurs et tout l'écosystème d'accompagnement. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'à la fois on a une innovation qu'on connaît bien avec, j'allais dire, des grands acteurs, notamment autour de l'aviation au sein de vos maisons, mais au-delà de ça, c'est une innovation qui va sur tous les secteurs. Absolument, c'est multisectoriel. Vous avez du côté de Montpellier l'initiative Med-Vallée sur la santé globale. Elle regroupe des opérateurs sur la santé, des opérateurs sur l'eau, sur les problématiques, bien sûr le numérique responsable. Et on a toujours cette question de transition, 3 transitions. Nous avons identifié dans la stratégie régionale qu'on appelle sur l'emploi, la croissance, mais aussi les transitions écologiques. 3 transitions, la nécessaire transformation écologique. Et ça, je pense que tout le monde a pris conscience, notamment après la Covid et les événements climatiques que nous subissons. La nécessaire transformation technologique, et la France a un retard fou sur la robotisation, la cobotisation, le développement du digital et donc le 5.0. On a un retard fou, y compris sur des pays qu'on n'imagine pas, comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie. Et donc le rapport gallois, qui date déjà de plus de 10 ans, avait déjà pointé ce retard. On doit nous faire porter le fer. Et puis, bien sûr, la nécessaire transformation sociale ou sociétale, avec la quête de sens pour les gens. Ça veut dire la difficulté de trouver des ressources humaines, des secteurs entiers qui ont vu partir des compétences, et puis donc le développement de la marque employeur avec pas seulement quelques, on va dire, bricoles, mais une vraie politique durable. J'ai signé la semaine dernière le contrat de filière numérique, mais vous voyez, il y a 150 millions d'euros qu'on met sur la table pour 2023-2027, et une exigence, c'est un numérique responsable, durable, et donc qui prend en compte les problématiques, y compris sociétales. Donc la transition, elle est sur les 3 volets. On a la transition, on a la Dream Team, maintenant on a les entrepreneurs. Alors, je vais revenir à vous, Olivier Kaufmann. Dites-nous déjà ce que vous faites dans Go-Karta. Oui, alors c'est Windello en fait. Alors voilà, vous avez le nom de l'entreprise et puis le nom du produit. Et le nom commercial, voilà, c'est ça. On fabrique des bateaux, des catamarans, d'assez grands voiliers, 15-16 mètres de voyage, tour du mondiste, avec un axe très fort sur l'éco-responsabilité. Et pour aller sur cette éco-responsabilité, un axe forcément sur l'innovation. L'ADN de l'entreprise a été l'innovation. On parlait de recherche et développement. En fait, quand on a créé l'entreprise, on a fait 1 an et demi de recherche, d'ailleurs dans la région Occitanie, à l'école des mines d'Alès, sur les matériaux composites, sur tout ce qui est la coque du bateau, pour baisser l'empreinte environnementale de ces bateaux. Et c'était une des clés pour décider ou pas d'en faire une entreprise, en fait. Et voilà, donc des jolis bateaux, il faut aller voir... Vous m'avez dit quand même, quand on a lancé le projet, le but c'était surtout que je me fasse mon bateau et je voulais me faire plaisir sur quelque chose qui était vraiment super innovant. Oui, alors ça c'est l'anecdote en fait. Avant même de lancer l'entreprise, c'était effectivement un joke, c'était mon bateau pour partir faire un tour du monde. Mais bon, c'est une boîte familiale, mes enfants m'ont rattrapé, ils m'ont dit non t'es gentil, on en fait une boîte ensemble. Et je leur ai dit allez, je vous donne 5 ans, après je pars quand même faire un tour du monde et vous drivez la boîte. Mais c'est un peu le joke. À la base, ça devait pas être une boîte, ça devait être mon bateau. Puis vous nous parlerez quand même des petites tempêtes et des petits creux de vagues qui doivent arriver de temps en temps.
dans la boîte? Il y en a forcément. Cyril Le Gall, vous allez nous aider à prendre de la hauteur, parce que vous allez passer de Ascendance Flight Technology. Alors, qu'est-ce que vous faites? Et justement, comment cette innovation elle est au cœur de votre maison? Alors nous, on est dans un autre élément qui est l'air. En fait, nous développons 2 produits pour l'aéronautique. Tout d'abord, un système de propulsion hybride électrique. Donc nous associons l'hybride et toute forme d'énergie, aujourd'hui les énergies standards qui sont utilisées dans l'aéronautique, le SAF demain et l'hydrogène après-demain. Et en parallèle de cela, nous développons un avion de transport régional, parce que nous voulons aussi contribuer non seulement à la décarbonation, mais aussi à la régionalisation, si je puis dire, ou la décentralisation de l'aviation. Et cet avion a la particularité d'être innovant, puisqu'il décolle et atterrit verticalement électriquement, et ensuite il vole, je dirais, conventionnellement, de façon hybride. Donc avec la gestion d'énergie et donc le système de gestion d'énergie que nous développons également. Donc à la fois le système, l'avion, et ce système, nous allons aussi le proposer à des avionneurs régionaux, et on en a certains en Occitanie, donc pour décarboner, les aider à décarboner leur flotte. Alors, comment on fait quand on se dit, tiens, je vais créer l'avion de demain? C'est-à-dire que comment on écrit un peu la partition, et puis comment on va voir les grands acteurs? Parce que sinon, on va se dire, oh là là, c'est un géotrouve-tout dans son garage, mais en fait, vous n'avez pas du tout l'air d'un géotrouve-tout dans votre garage. Vous avez monté un vrai gros projet, et maintenant, c'est une vraie aventure. Alors oui, c'est une aventure qui a commencé en 2018 par 4 cofondateurs qui étaient chez Airbus, qui travaillaient sur le projet d'avion électrique, et qui se sont convaincus qu'on ne pouvait pas faire une transition directe des énergies qu'on connaît aujourd'hui à l'électrique, au full électrique. Donc ils ont vraiment été convaincus qu'il fallait passer par une phase transitoire qui était l'hybridation. Donc ils sont partis d'Airbus pour créer, c'était pas un projet pour faire un avion personnel à la base, c'était vraiment pour créer à la fois un produit, un nouvel avion, mais aussi un système hybride qui n'existait pas et qui n'existe encore pas aujourd'hui dans l'aviation. Donc ce ne sont pas des géotrouve-tout, ce sont des ingénieurs bien structurés et qui donc ont lancé ça il y a 5 ans avec plusieurs phases bien évidemment de développement. Et aujourd'hui, donc, on est arrivé à la phase, on va peut-être en parler, critique, où il va falloir démontrer que toute cette technologie développée depuis 5 ans fonctionne. Ce que je crois tous les entrepreneurs connaissent, le POC, le Proof of Concept. C'est ça, ou le prototype. Voilà. Donc aujourd'hui, vous en êtes où et vous espérez atterrir quand? Je suis désolé, j'essaye de prendre des... Avant d'atterrir, on va essayer de décoller. Alors où nous en sommes, la prochaine phase qui va arriver l'année prochaine, c'est le lancement, au sens propre comme figuré, du prototype volant. C'est-à-dire qu'on va vraiment expérimenter tous nos développements à l'échelle réelle, en conditions réelles. C'est-à-dire qu'on va assembler notre avion, donc l'avion ATA, notre petit avion à décollage vertical électrique, et nous allons y intégrer notre système de propulsion électrique. Donc tout ça à l'échelle réelle. Donc phase de ce qu'on appelle la campagne d'essai en vol qui va commencer l'année prochaine. Et on s'en suivra ensuite toute la phase de certification, puisque les conditions dans l'aéronautique sont assez strictes, et qui nous amènera ensuite à la production, industrialisation, production et commercialisation dans les années suivantes. Alors dans les années suivantes, moi je suis un béotien dans votre métier, on achète son billet à partir de quand? Alors déjà, on ne nous achètera pas à nous le billet, nous serons constructeurs. Bien sûr. L'objectif, c'est de commercialiser l'appareil et le système en parallèle à horizon 2027. Ah oui, donc c'est quand même demain. C'est au moins après-demain. Je disais, en 2028-30, vous pourrez voler dans un taxi 100% Occitanie. 100% Occitanie. J'aime bien ce côté un peu drapeau permanent. Le vent dans les voiles, justement, aujourd'hui, c'est combien de bateaux produits? Dans 3 ans, vous en êtes où? Aujourd'hui, cette année, on produit 7 bateaux. C'est des grands bateaux. Il faut savoir que chaque bateau, c'est environ 12 000 heures de main-d'œuvre. Donc, c'est quand même déjà une équipe de 80 personnes. On est sur une phase de croissance où on va doubler dans les 3 ans qui viennent notre capacité de production. Donc, l'enjeu, c'est d'accélérer l'industrialisation, l'efficacité aussi par bateau de notre industrialisation. Et après, de l'outil industriel, on a une capacité d'extension sur site. Et on va faire grandir en même temps que le marché prend nos bateaux entre les mains, cette entreprise. Est-ce que, comme ce qui se passe aujourd'hui de plus en plus, vous produisiez ce qui a été vendu? Ou est-ce que vous produisez puis vous vendez? Non, là, 100% des bateaux sont vendus avant d'être produits. Il y a une customisation quand même de nos bateaux qui est assez importante. Et puis le risque financier est important. Si vous commencez à faire du stock sur ce genre de produits, on est quand même sur des produits qui se vendent entre 1,5 million et 2 millions d'euros, le bateau.
compliqué quand vous commencez à dire je le stocke, quoi. Je vous pose la question parce qu'aujourd'hui, dans l'approche RSE, on voit que quand on ne produit que ce qui a été vendu, on a très très peu de pertes finalement. Il faut produire quand même avec une marge opérationnelle suffisante pour couvrir vos frais, mais au moins vous n'avez pas le risque du stock trop important. Il y a quand même un peu de risque de stock parce que mine de rien, avec ce qu'on vient de traverser dans notre crise mondiale de la disponibilité, il a fallu quand même stocker un peu certains composants du bateau. On ne fabrique pas tout, on ne fabrique pas le mât du bateau par exemple. On fabrique toute la coque et après on assemble aussi un certain nombre de pièces. Donc il y a quand même un peu de stock à faire. Mais oui, on limite un peu le risque de stock. Mais la sélection des bons fournisseurs fait partie de votre savoir-faire. C'est effectivement aussi un des cœurs de métier. Je pense que c'est pareil pour vous, vous ne fabriquez pas tout. Ah non, aujourd'hui on fabrique un prototype déjà. Donc on sélectionne des fournisseurs, on sélectionne des composants, des équipements, des matériaux. Et on va tester tout ça, encore une fois, à l'échelle réelle sur un avion. Et ensuite on verra, on fera des choix très certainement différents sur certains matériaux et équipements. Est-ce que vous avez des questions à leur poser? Oui, non, moi j'en ai plein, pas de problème. Moi, j'avais la question sur comment on accompagne justement ce type de projets qui apparaissent comme extrêmement volumineux, en même temps avec une grande fierté. Comment vous, BPI, vous êtes là pour les accompagner et leur proposer la meilleure solution? Parce que finalement, c'est pas forcément la même pour l'un et pour l'autre. Au départ, ça part quand même d'une innovation. La Cordée d'Occitane a des dispositifs d'aide, d'avance remboursable qui permet au départ de traiter l'innovation au commencement. Et ensuite, après, ça s'appelle un continuum. C'est un continuum de dispositifs qui se fait évidemment au sein de BPI France, mais au sein de la région, au sein des partenaires financiers, qui va passer par du prêt, de la levée de fonds, parce qu'il faut aussi avoir les reins solides pour continuer à innover et produire. Et donc, c'est d'être là à chaque étape clé de la croissance de l'entreprise, mais pas seul. Et généralement, on le fait avec la région. Avec la région qui va nous le dire. Oui, on joue collectif dans l'intérêt des entreprises, dans l'intérêt des territoires, parce que là aussi, il y a une préoccupation, nous, de la territorialité. Sinon, tout le monde se retrouve autour de Toulouse et de Montpellier, donc c'est important. Et puis, pour créer de la richesse et de l'emploi, il nous faut des champions. Pour cela, bien sûr, il y a tout le continuum de l'innovation, ça a été dit, jusqu'au financement. Par exemple, la région, parce qu'il faut accompagner cette nécessaire transformation des modèles économiques, a doublé son fonds souverain. Le fonds souverain qui était de 200 millions est passé à 400 millions d'euros. Nous avons développé tout un tas d'outils de financement qui peuvent accompagner les entreprises dans ces phases délicates, vous voyez, de passage à l'échelle, et c'est vrai. Et on travaille aussi avec les financements public et privé, et je le dis, enfin privé. Quand vous prenez un financeur important chez nous, c'est Soridec, bien sûr, qui est financé aussi en grande partie par la région, donc indirectement. Et c'est un levier avec des financements région, BPI France, et il va aller chercher des financements pour pouvoir compléter, faire un tour de table et être à la hauteur des enjeux. La difficulté qu'on va avoir maintenant, je le dis aussi, parce qu'il faut dire les choses, c'est que des entreprises de cette taille-là qui grandissent à une vitesse folle, ont des besoins de plus en plus importants en matière de financement. Et donc, à un moment donné, on se trouve coincé, d'où l'événement qu'on fait, donc Invest in Occitanie, qui regroupe 75% à 80% des investisseurs, vraiment des opérateurs d'investissement dans toute la France et en Europe, et qui viennent à Toulouse pendant 3 jours, donc rencontrer l'ensemble des acteurs pour aller peut-être à des tickets beaucoup plus hauts qu'on ne peut pas. Si je peux me permettre, Jalil Benibdali, avec un ambassadeur comme vous, ça ne devrait pas être compliqué de récupérer les meilleurs. Oui, on essaye. Moi, je suis d'abord chef d'entreprise, ça c'est mon métier, et je suis vice-président de la région, ça c'est ma mission. Et donc je fais bien la différence entre les deux. C'est très important de parler aux entrepreneurs, de leurs préoccupations, de connaître leurs difficultés. Et donc c'est parce que j'ai pratiqué cela que je sais à peu près de quoi quelles sont leurs attentes. Juste pour un mot de la fin, j'aurais voulu savoir tous les 5 votre fierté sur ce qui va se passer dans 3 ans. Vous pouvez continuer. Alors les entrepreneurs d'abord, mais j'allais dire c'est une fierté collective. Je vois que vous êtes une dream team tous les 5. Donc votre grande fierté dans 3 ans. C'est le produit. On est une entreprise de produits, qu'on ait un produit très innovant et que le marché se dise ce produit apporte quelque chose et qu'on le fasse partager à nos collaborateurs et aux gens de la région et la BPI qui nous soutient, quoi. Super. Cyril. Dans 3 ans, la fierté, ce serait
allez, on va dire ce sera. Bien sûr. D'avoir notre système qui alimente, qui équipe les avions fabriqués par des entreprises qu'on a en Occitanie, hein, je pense à des DAR, des ATR, et d'avoir en parallèle notre avion qui vole et qui permet de relier des zones qu'on appelle parfois des zones de second rang, des villes qui ne sont pas directement reliées à Paris, de les relier entre elles, de contribuer aussi à la décentralisation, je parlais tout à l'heure de la régionalisation, donc de voir nos appareils dans le ciel occitan et pas que, et même les voir à l'international pour qu'ils portent aussi le petit drapeau de l'Occitanie. Bah, en tout cas, sachez que nous, on est extrêmement fiers de vous. On est extrêmement fiers de tout le travail qui est réalisé en Occitanie. On sait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais que vous avez tout pour y arriver. Donc, longue vie à l'innovation en Occitanie et encore bravo à vous. On se retrouve dans 10 minutes pour la prochaine région.